Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Hébert et je suis présidente de l'association Parité Assurance qui a œuvré autour de ce livre blanc et est ravie de partager des points de vue ce soir. C'est un immense plaisir de vous accueillir sous l'égide de cette association pour échanger sur les synergies entre régime obligatoire et régime complémentaire. Et si je peux me permettre d'abord de remercier et le président et la directrice générale d'Intérial, Gilles, représenté par Martine, de nous accueillir vraiment si généreusement aujourd'hui. Intérial qui est également membre bienfaiteur de Parité Assurance. Et aussi un très grand merci à tous nos intervenants. Bonjour à tous nos intervenants de talent pour ce soir. Madame la présidente de la commission des affaires sociales du Sénat et sénatrice du Maine-et-Loire. Monsieur le président de la CSMF. Monsieur le président d'Avenir Spé. Alors l'un d'entre nous. Ah ben voilà, parfait. Monsieur Yassar qui est connecté par la technologie avec nous dès le début. Madame la directrice générale de Santé Claire, Marianne. Madame la directrice générale d'Aesio, Sophie, et la directrice générale de Martine qui reviendra en deuxième partie. En fait, ce livre Parité dont vous avez des copies sur vos chaises, il est sorti d'une discussion de fin de conseil d'administration Parité Assurance, je crois que c'était avant Noël. Et avec Véronique, avec Marie-Sophie, avec Josette, avec Angela, avec Béatrice, avec Marianne, on s'est dit que en tant que femme de l'association, on avait peut-être des choses à dire et qu'on pouvait contribuer au débat. Et on avait fait un premier livre blanc il y a 1 an ou 2 sur le sujet de la dépendance, qu'on avait d'ailleurs remis à jour. On s'est dit, pourquoi pas s'engager dans le débat. On se disait, idéalement, entre présidentielle et législative, et apporter notre contribution. Sincèrement, quand ces dames ici derrière moi l'ont dit, je me suis dit ouais, bon, alors d'ici à ce qu'on arrive à le faire dans les temps, ça va être compliqué. Et par la force de l'énergie des femmes volontaires, ça a été la première bonne idée. Mais comme une bonne idée n'arrive pas seule, la deuxième bonne idée, une fois que le livre blanc avait été fait, c'est pourquoi on n'organiserait pas une soirée pour discuter autour des propositions et les faire valoir. Et donc, ça aussi, je me suis dit, non, mais là, je ne suis pas sûre que ça va rentrer. Eh bien, si, par la magie aussi de l'énergie de toutes les contributrices, on est là ce soir pour partager autour de ce livre blanc. Philippe Simon et l'équipe CGDIM qui est aussi un des membres bienfaiteurs de l'association, nous ont accompagnés dans la conception de l'événement. Ça a été une course-poursuite. Ça aurait pu être chez CGDIM et Philippe nous a vraiment accompagnés sur la conception des débats d'aujourd'hui. Donc voilà, on est le 1er juin, c'est une bonne date et on va commencer par une synthèse du rapport, une synthèse du livre blanc pour celles qui ne l'ont pas parfaitement en tête, et ensuite on ouvrira pour le débat. Merci à toutes. Martine, je te laisse le... Merci Isabelle, merci Madame la Présidente. Oui, quelques mots d'accueil au nom de Gilles Bachelier et de moi-même. D'abord, évidemment, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui cette soirée thématique. Alors, vous avez vu, l'entrée est un petit peu chahutée par des travaux. Alors, j'avais un peu hésité en disant, Isabelle, bon, vous attendez pas au grand luxe, mais finalement, les travaux, ce chantier, c'est un petit peu le reflet d'Intérial actuellement, puisque vous le savez peut-être, nous sommes en chantier de transformation, puisque Intérial couvre aujourd'hui quasiment à 100% des agents de la fonction publique sur la santé et les prévoyances, et que la grande réforme en cours va nous amener à nous transformer à 100%. Donc finalement, bienvenue chez Intérial, dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire en chantier.
Alors Interial, effectivement, en quelques mots, référencé auprès de 9 ministères. Nous travaillons évidemment avec un fort ancrage affinitaire et sur des publics qui sont dévoués à l'intérêt général de la France. Et finalement, on s'est dit, l'intérêt général, c'est bien ce dont nous allons parler ce soir, puisqu'il est question de santé des Français, il est question de l'optimisation de nos dispositifs de soins en faisant coopérer des acteurs qui peut-être aujourd'hui cohabitent plus qu'ils ne coopèrent. En tout cas, c'est un peu notre ressenti. Donc bien évidemment, quand Isabelle nous a soumis cette idée, le président et moi-même, on a évidemment répondu présent. Ça nous semblait d'abord un sujet important. Important pour les acteurs évidemment de l'assurance que nous sommes, important pour les Français, important pour la santé et le bien-être de notre quotidien. Donc bien entendu, nous sommes ravis de pouvoir accueillir ce débat. Et puis aussi, comme Isabelle l'a dit, Interial est particulièrement engagé, que ce soit côté politique ou opérationnel, sur les thématiques de parité et de mixité. Et donc, c'était aussi notre clin d'œil de permettre effectivement que Parité Assurance organise ce genre de débat. Voilà, donc je ne doute pas que les échanges seront à la fois challengeants et authentiques, et je m'en réjouis. Donc, merci vraiment de votre présence. Merci Martine. Philippe Simon, CGDIM Insurance Solutions. Donc nous sommes soutiens, effectivement, comme l'a rappelé Isabelle, de Parité et de cet événement. Comme vous le constatez, j'ai la voix qui porte, donc je vais essayer de m'exprimer clairement. Et j'ai pris un papier parce que j'ai plus de mémoire non plus. Donc voilà, je suis à peu près en chantier comme moi-même, comme les Interial en ce moment. Alors j'avais envie de vous dire 2-3 réflexion presque personnelle sur l'événement et également sur les contributions que j'ai pu lire dans le livre blanc. D'abord pour souligner que c'est me semble-t-il, une très belle initiative que d'amener cette réflexion maintenant, à un moment où on a tous en tête que notre système de santé est un système référence dans le monde, mais qu'il a été quand même assez lourdement chahuté dernièrement par des réflexions que l'on voyait plus tirées par des réflexions sur son financement à court terme que des réflexions sur son apport, sa contribution sur le long terme et le rôle des acteurs. Donc je pense que c'est vraiment un bon moment parce que je pense que ce sujet est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il l'était l'an dernier. Ensuite, parce que quand on voit certains exemples comme le développement de la téléconsultation en France, on voit l'intérêt de l'État de mobiliser l'énergie et l'initiative d'acteurs privés. Et je pense que plutôt que de récupérer des initiatives novatrices de ce genre et d'autres à venir, je pense qu'il aurait intérêt à se concentrer sur son rôle d'État stratège et de travailler sur le financement du socle de solidarité, qui sont 2 sujets pour moi sur lesquels il a pleinement sa légitimité. Enfin, sur notre positionnement, je pense qu'il va étonner personne dans cette salle, face aux nombreuses questions posées par les sujets du jour. Notre positionnement à nous, CGDIM Insurance Solutions, il est vraiment sans ambiguïté. Nous sommes partenaires technologiques des assureurs de personnes. Nous défendons la nécessité d'un système qui encourage les AMC à innover et à reconnaître leur rôle prépondérant dans les avancées en faveur d'un système de protection sociale performant et donc proactif. Et au niveau du groupe, nous sommes tout autant fervents défenseurs du rôle prépondérant des professionnels de santé dans notre système de santé. Et nous les accompagnons dans des mutations technologiques des organisations de soins et des parcours innovants. Et je terminerai en vous disant que j'ai la certitude aussi qu'en réunissant l'intelligence collective de toutes les parties prenantes, on a devant nous une occasion unique de bâtir des accords nouveaux et innovants en faveur d'une transformation de notre système de santé. Et les accords innovants, ça commence toujours, ou en tout cas souvent, comme ce soir, par des débats constructifs et ouverts. Merci. Donc, en guise d'introduction pour cette soirée, rappelez qu'au-delà de l'ambition de promouvoir la parité dans les instances de direction et de gouvernance, parité, c'est aussi la volonté de prendre la parole sur des sujets qui sont notre quotidien en tant qu'assureur. C'est quelque chose qu'on a fait à de nombreuses reprises avec des matinées sur le thème de la femme et de la santé, autour d'ouvrages sur femmes et climat.
et autour de 2 livres blancs sur la dépendance. Donc cette fois, on a choisi de réfléchir et de donner des points de vue sur le rapport du Haut Conseil l'avenir de l'assurance maladie, demandé par l'ex-ministre de la Santé pour repenser un nouveau modèle de financement de la santé. On a demandé à toutes nos membres, celles qui souhaitaient prendre la parole, donner une vision constructive de ce que pourrait être ce nouveau modèle, en donnant un peu naturellement la place que mérite la complémentaire santé. On a eu 20 contributeurs. On a souhaité aussi donner la parole à des personnes à l'extérieur de l'association. Sur les 20, il y en a 3. Sur les 20 contributeurs, on a 18 femmes. C'était un peu par construction. On a soigné un peu la diversité. Donc, on a eu des représentants des assureurs, Patricia Delot, Martine Vareille, Catherine Charrier, des représentants du monde mutualiste, Sophie Elkrief, Martine Carlu, Ariane Soir, des IP avec Isabelle Hébert, les présidents des différentes fédérations, donc Marie-Laure Dreyfus, Séverine Salgado et Florence Lussmann. On a eu aussi des points de vue de tout l'écosystème, donc un peu naturellement les plateformes santé avec Marianne Bins, les assisteurs avec Sandra Klein, un point de vue d'un courtier grossiste avec Marie Contant, et puis des regards des représentants des professionnels de santé avec François Lescure et Frédéric Valtou, voilà, je crois, et puis un membre indépendant, Delphine Benda. Je pense que j'ai oublié du monde, et notamment nous-mêmes. Donc, quatre postures plutôt de conseil. Véronique, Josette, Anne-André et moi-même. On a essayé de faire un petit digeste de ce livre blanc, ça va être assez court. Donc en identifiant finalement les 4 grands axes de réflexion qui nous paraissaient se dégager du livre blanc. Le premier axe, donc moi je suis chargée d'en présenter 2 et je passerai la parole à Josette pour présenter les 2 suivants. Le premier axe qui se dégage des contributions, c'est finalement la santé en premier. Ce qu'on note dans les contributions, c'est que finalement, le rapport se focalise essentiellement sur la répartition du financement. Il en oublie l'essentiel pour beaucoup de contributrices et contributeurs, à savoir la santé des Français, et notamment les nombreux défis auxquels notre système de santé est confronté, que le rapport ignore. C'est clair. En particulier, la transition démographique, épidémiologique, qui nécessite un investissement massif dans la prévention, bien sûr, dans l'accompagnement des patients. Les inégalités territoriales et économiques d'accès aux soins, qui excluent aujourd'hui des millions de Français de l'accès à un médecin traitant et d'un suivi spécialisé, qui excluent, en tout cas, qui le rendent complexe. Le fait que finalement le rapport n'aborde absolument pas les problématiques de financement de l'innovation thérapeutique et technologique, alors que c'est un enjeu majeur, notamment les thérapies géniques, les dispositifs médicaux innovants. Et puis aussi, il ignore la santé environnementale. Or, c'est un enjeu majeur qui va très certainement croître dont la prise en compte va croître nécessairement dans les prochaines années. Donc, cette première thématique, c'est finalement la santé en premier, et la santé est assez ignorée par le rapport. Deuxième dimension qui ressort du livre blanc, et pas du rapport, c'est le rapport du HCAM et le livre blanc de Parité Assurance. La deuxième dimension, c'est que finalement, cette grande sécu, le scénario 3, serait plutôt une fausse bonne idée au plan économique et social. Sur le papier, ça peut paraître séduisant, le 100% sécu, c'est simple. Mais au fond, ce que disent les contributeurs, c'est que l'articulation de 2 financeurs telle qu'elle est en place en France, même si c'est un système hybride, au fond, tous les systèmes sont hybrides, et pas que le système français. Ce système a fait ses preuves, puisqu'il laisse le reste à charge le plus faible au monde. Donc ça, c'est un premier point pas négligeable.
Deuxième sujet, la grande sécu. Donc dans cette thématique, c'est une fausse bonne idée. La grande sécu ne produira pas les effets escomptés sur la réduction des inégalités finalement d'accès à la couverture santé. Ça ne produira pas les effets escomptés parce qu'un pan entier des dépenses de santé n'est pas inclus dans le 100% sécu, en particulier tout ce qui touche les dépassements d'honoraires, et c'est évidemment un sujet clé d'accès aux soins. Donc finalement, des ménages face au dépassement d'honoraires, la grande sécu n'améliore pas l'égalité d'accès aux soins pour ces ménages-là. Autre dimension importante, c'est que finalement, cette grande sécu, au-delà finalement de transférer du financement privé vers du financement public, risque d'accroître la dette sociale parce que dans le rapport du HCAM, les paniers qui ont été pris en compte intègrent des prestations de soins qui ne sont intégrées dans aucun autre système national de santé, en particulier l'optique, le dentaire, les médicaments de confort. Donc un gros risque de dérive. Donc finalement, encore une fausse bonne idée parce que ça risque encore plus de faire dériver le déficit de l'assurance maladie déjà extrêmement important. Et pour finir, la grande sécu finalement en mettant de côté les complémentaires qui ne pourraient plus exercer leur activité demain, en tout cas pas de la même façon, va appauvrir la capacité d'innovation et de financement de l'innovation, puisque notamment aujourd'hui, les complémentaires financent beaucoup de prévention, financent également des dispositifs médicaux, des produits qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, ont été précurseurs sur la télémédecine, je pense que Marianne en reparlera, agissent beaucoup pour la santé au travail également, notamment via les branches. Donc voilà, une fausse bonne idée. Alors nous n'avons pas fait dans ce livre blanc que de critiquer. Nous avons proposé. Dans les grandes propositions, finalement, au moins le rapport HCAM aura eu un mérite, c'est d'appeler les parties à une meilleure concertation. Parce que c'est quand même un peu je t'aime, moi non plus, entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires. C'est pas du tout complémentaire dans le dialogue. Donc cette logique partenariale, elle est vraiment appelée parce qu'il y a, Véronique l'a rappelé, de nouveaux enjeux à relever et que de nombreuses contributions dans le livre blanc font appel à cette logique de complémentarité vis-à-vis de ces nouveaux enjeux que sont évidemment la prévention, l'accompagnement des malades, et qu'il serait un énorme gâchis que de ne pas jouer cette complémentarité et de ne pas s'appuyer sur l'agilité et la proximité des complémentaires santé, leur faculté de ciblage vis-à-vis de cette prévention et de l'accompagnement. Le livre blanc relève aussi quelque chose qui a complètement été ignoré par ce rapport, c'est le rôle éminemment important qu'a depuis des décennies la complémentaire santé et prévoyance dans le dialogue social au sein des entreprises et les avancées que cela peut permettre en termes de prévention et de santé au travail dans ces entreprises. Au-delà du dialogue social au sein de l'entreprise, l'appel est vraiment à une concertation beaucoup plus large que le HCAM, parce que c'est vrai, il faut faire des choix. Finalement, le HCAM voulait proposer des choix. Oui, il faut faire des choix. Mais avant de faire des choix de financement, les contributions rappellent qu'il faut faire des choix sur la santé. Des choix en termes de soutenabilité du système, jusqu'où on met de l'argent, parce qu'il faut toujours de l'argent, de solidarité, quelle part de solidarité, quelle part on laisse à la liberté individuelle, et puis surtout, en effet, réfléchir sur le financement sans avoir réfléchi à l'évolution du système et en particulier à l'évolution des métiers du soin, de la prévention, de l'accompagnement, de l'organisation du système, des infrastructures de soins. On voit qu'on n'y a pas du tout réfléchi puisque le sujet est plus que brûlant. Voilà, il semble dans les contributions qu'il faille commencer par là avant de s'occuper du financement. Dernière chose, et c'est peut-être le point positif aussi du rapport HCAM, c'est
Je pense qu'un certain nombre de personnes et décideurs ont découvert à la lueur de ce rapport qu'il y avait quelque chose à côté de la santé que les assureurs appellent la prévoyance. Voilà. C'est comment réparer la perte de revenus de gens qui se retrouvent dans des situations parfois sociales et économiques graves suite à un accident, une maladie. Et donc, notamment une contribution dit, surtout quand on va s'attaquer à ce sujet, qu'on ne répète pas les bêtises qui ont été faites sur la complémentaire santé. Merci. Et place à la table ronde. Merci pour avoir tous accepté de participer à cette table ronde. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer en vous présentant. Donc, Catherine Deroche, je suis sénatrice de Maine-et-Loire. Je suis membre de la Commission des affaires sociales depuis mon arrivée au Sénat en 2010 et depuis 2 ans, je préside cette Commission des affaires sociales. Et j'étais jusqu'en juillet dernier conseillère régionale des Pays de la Loire en charge de la mission santé. J'ai débuté mon exercice libéral il y a bien longtemps maintenant, en 97. Et dans mes associés, j'avais feu, malheureusement, un de mes associés qui s'appelait Claude Maffioli et qui était le président de la CSMF. Et donc j'ai été bercé dans cette ambiance de la Confédération syndicale des médecins de France, où j'ai eu un certain nombre de fonctions dans ma spécialité, puisque je suis gastro-entérologue. Donc après avoir présidé ma spécialité, je me suis beaucoup occupé pendant des années de la branche formation et de la formation des médecins de la CSMF. Puis, il y a 2 ans et demi, de prendre la présidence de la branche spécialiste. La CSMF, c'est un syndicat polycatégoriel où il y a à la fois des spécialistes en médecine générale et de toutes les autres spécialités médicales. Et puis j'ai succédé à Jean-Paul Ortiz, qui était le président jusqu'au 12 mars dernier, où j'ai été élu le 12 mars dernier. Donc Marianne Bins, je suis la directrice générale et fondatrice de Santé Claire. Santé Claire, c'est une entreprise qui aide les Français à s'orienter dans le système de santé à travers toutes sortes de services dans la plupart des domaines de santé. Puis donc nous travaillons beaucoup sur les parcours de soins et nos services, nous les rendons pour à peu près 10 millions de Français au travers d'un peu plus de 50 complémentaires santé au sens large, hein, courtier, IP, mutuelle, courtier grossiste, gestionnaire de santé, qui nous font confiance donc pour apporter cette offre servicielle à leurs bénéficiaires. Et voilà, donc on innove souvent. Et on travaille beaucoup sur les parcours de soins. Docteur Gasser, est-ce que vous pouvez nous parler de Avenir Spé ? Bonjour d'abord. Alors Avenir Spé, c'est un syndicat qui représente essentiellement les médecins spécialistes hors médecine générale. Mon parcours a été un peu multiple. Je suis un ancien président du RPS et notamment des Pays de Loire, et je l'ai été pendant près de 6 ans. Et puis j'ai été aussi président de ma CME d'établissement, ma commission médicale d'établissement. Et l'établissement, c'était un établissement, le plus gros établissement nantais, qui s'appelait à l'époque les Nouvelles Cliniques Nantaises. Sophie Elkriev, donc je suis directrice générale d'Aesio Mutuelle. Et aussi en charge du métier santé-prévoyance pour le groupe AEMA. Donc Aesio Mutuelle, c'est 2,8 millions de personnes protégées, donc très très impliquées dans toutes les problématiques de santé et de prévoyance, aussi bien en individuel qu'en collectif. C'est une jeune mutuelle, mais qui a une très longue histoire, née en janvier 2021 de la fusion d'Adrea, Apreva et Ovi-MCD. Donc un ancrage très fort dans les territoires, à peu près dans toute la France, un petit peu moins dans l'ouest de la France. Voilà, donc une des premières mutuelles en France. La première question s'adresse à vous. C'est une petite question d'actualité.
Donc nous avons un nouveau gouvernement qui est d'ailleurs plutôt qui a mis la santé parmi ses priorités. Nous avons une nouvelle ministre de la Santé. Nous avons Aurélien Rousseau qui a été nommé directeur du cabinet d'Elisabeth Borne. Et donc, comment percevez-vous cette nouvelle équipe? Est-ce que vous pensez que ça va changer la donne par rapport à l'ancienne équipe? Oui, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Bon, moi, ce que je souhaite, et c'est la position qui a été toujours celle de la Commission des affaires sociales du Sénat, même si nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle, pour le groupe que je représente, c'est en effet d'être constructif et lorsque les textes arrivent et s'ils sont bons, de faire en sorte qu'on puisse les améliorer et qu'ils puissent passer. Donc moi, j'accueille cette nouvelle équipe avec, je les connais pour certains, puisque la ministre de la Santé était avant à l'autonomie et nous avons beaucoup travaillé avec elle sur la question de l'autonomie. Olivier Dussopt, on travaille avec lui sur les comptes sociaux, maintenant on va travailler avec lui sur le travail. Donc ce sont des relations. Damien Abad qui est en charge des solidarités. Bon, c'est un nouveau ministre, donc on va apprendre à le connaître et à travailler avec lui. Et la même chose avec Gabriel Attal qui lui reprend les comptes sociaux plus la secrétaire d'État à l'enfance. On travaillait très bien avec Adrien Taquet et on a pu en effet, notamment sur le texte de la protection de l'enfance, faire vraiment un travail constructif. Bon, moi, le ministre a un portefeuille qui est bien, qui est celui santé et prévention, et c'est bien qu'on ait associé la prévention. Mais bon, actuellement, ce que j'attends, moi, de la ministre et du gouvernement, c'est un signal fort par rapport à je termine un rapport sur la crise hospitalière et la place de l'hôpital aussi dans le système de santé. On a rendu les conclusions fin mars. Moi, j'attends un signal fort vis-à-vis des soignants par rapport à ce qu'ils attendent à cet hôpital qui est en souffrance, mais aussi à l'articulation ville-hôpital, parce que quand la ville va mal, l'hôpital va mal, et réciproquement. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un signal fort et qu'on sorte un peu des rapports ou des bonnes intentions pour avoir une action efficace. L'été va être difficile. Il faut qu'on nous propose des solutions rapides. Il y a d'autres solutions qui sont plus de court terme. Donc moi, ce que j'attends, ce sont des actes et on verra l'usage. Mais je pars avec un a priori qui n'est pas d'opposition systématique à ce qu'est Mme Bourguignon ou à ce que sont les autres ministres. Et j'espère qu'on pourra travailler. Il faut vraiment qu'il y ait cette conscience, parce que la crise des urgences, par exemple, si je résume ça, 2019, Édouard Philippe a fait un plan urgence. Il y a eu le Ségur de la santé qui a eu des avantages, et notamment celui de mettre du financement, mais qui a passé son temps aussi à faire des oubliés du Ségur. Donc tout ça, ça a été compliqué. Donc il faut maintenant passer des paroles aux actes, si je puis dire. Il y a eu des actes, c'est pas ce que je dis, mais il faut vraiment qu'il y ait un signal politique fort, et c'est ce que j'attends de ce nouveau gouvernement. J'imagine que vous aussi, vous attendez Monsieur Dubonnaire. Oui, beaucoup. D'abord, on a, comme beaucoup, salué la nomination de notre nouvelle ministre, qui est une femme de terrain, engagée, non seulement à l'Assemblée nationale, mais sur le terrain. Et quand on suit son parcours, qui est ma région d'origine, donc j'ai ce petit clin d'œil. Je suis gastro-entérologue en Champagne, mais de Vulder, c'est un nom flamand, et je suis lillois, et donc Nord-Pas-de-Calais, Lantais, région Nord-Pas-de-Calais, je vais pouvoir lui parler ch'timi dès demain après-midi, parce que je pense qu'elle le parle comme moi. Je ne vais pas vous imposer ça, rassurez-vous. Le premier signal, c'est le nom du ministère, parce que enfin, on parle prévention, santé et prévention, enfin, pourvu que ce soit suivi des actes. C'est le premier signal. Puis le deuxième signal, c'est bon courage à Brigitte Bourguignon, parce que la tâche qui est la vôtre, ça vous oblige. Vous citiez Aurélien Rousseau, mais j'ai salué mon ami Cédric Arcos, qui a rejoint le poste de conseiller santé de la Première ministre, d'Elisabeth Borne, ce qui est un vrai signal. On en discutait avec Catherine Deroche juste avant d'être invitée à cette table ronde. Pour moi, c'est un vrai signal. La maison CSMF, on défend, et moi j'ai mis en avant depuis ma jeune présidence de la CSMF une politique faite de droits et de devoirs, ce qui peut paraître un peu bizarre dans les mains et dans la bouche d'un syndicaliste, parce qu'après tout, je devrais demander des droits et puis pas trop de devoirs, s'il vous plaît. Et pourtant, je pense que
vraiment, il nous faut avancer vers une politique faite de droits et de devoirs. Et que les professionnels de santé, on voit bien, sont en perte de sens. Les médecins et les médecins libéraux sont en perte de sens. Et c'est un vrai souci, on le voit à travers de la crise d'urgence, mais de la crise de la réponse aux besoins de soins. Donc là, ce que je voulais, c'était un peu repartir de notre sujet de base, qui était le rapport du HCAM, qui est à l'origine de la rédaction de notre livre blanc. Et donc je voulais demander à Madame la sénatrice, est-ce que ce constat qui a suscité ce rapport vous semble pertinent? Et que pensez-vous un petit peu des différents scénarios? Vous aviez dit, quand il y a 4 scénarios, c'est qu'il n'y en a aucun qui est franchement idéal. Oui, je pense que Olivier Véran, lorsqu'il a demandé au HCAM de travailler sur le sujet, dans la lettre qu'il avait, le courrier qu'il a adressé au HCAM, il y avait vraiment cet objectif de trouver un système d'assurance, si je lis, maladie plus juste, accessible, lisible, efficient, assurant un haut niveau de remboursement de soins. Alors, il y a eu des réformes. Il y a eu les réformes, en effet, de la CMU, de la CMUC. Il y a eu le contrat solidaire. Il y a eu le responsable, plus exactement. Il y a le panier de soins 100%. À cet égard, je fais une parenthèse. La Commission des affaires sociales a demandé à la Cour des comptes de nous faire un rapport sur le reste à charge zéro. Oui, et pour compléter ça, j'ai toujours trouvé compliqué de mettre sur le même pied l'optique, l'audioprothèse et les soins dentaires. Mais bon, ça, c'est un avis tout à fait personnel. Mais on va voir ce que nous donne la Cour des comptes là-dessus. Il y a eu l'ANI, qui a été en effet un accord paritaire, donc qui était intéressant. Et puis, il y aura l'extension de la complémentaire pour la fonction publique, tout ça. Donc, il y avait déjà une situation. Ce qui est clair, c'est que dans ce que demande Olivier Véran, il y a en effet des points à souligner. L'HCAM, vous l'avez dit, ça traite que certains sujets, mais c'est quand même le Haut Conseil de l'assurance maladie et c'est souvent très centré sur les comptes sociaux. Donc le constat, il était là. Après, est-ce que le résultat est pertinent? Ça, on discutera ultérieurement des scénarios. Ce qui est clair, c'est qu'en effet, ça a suscité des débats, mais on n'est pas réussi à avoir une conclusion commune. Et si je pense le ministre lui avait déjà son idée, qui est celle de la grande sécu, on verra si elle persiste avec le nouveau ministère. Mais le Haut Conseil, qui est quand même qui a un éventail assez large, n'est pas arrivé à des conclusions unanimes. C'est vrai que la situation, elle n'est pas pour autant satisfaisante. D'abord, en prévoyant d'emblée un ticket modérateur, d'emblée, il a été dit que tout n'était pas forcément gratuit et l'ensemble des financements des frais de santé n'était pas forcément tout socialisé. Je pense qu'il faut aussi, c'est important de le dire aussi aux citoyens, parce que ça se perd un peu, et c'est cette notion un peu de droit et devoir que vous évoquiez. Je pense que ça, il faut le rappeler. Et puis d'emblée, la voie aux complémentaires, elle avait été faite avec des choses qui étaient de rembourser des dépenses que l'assurance maladie ne couvrait pas. Donc ce système actuel, il existe. Et ce que j'ai peur dans cette notion de grande sécu, qui est le scénario un peu que, à mon sens, privilégié Olivier Véran, mais on verra si la nouvelle ministre le poursuit, c'est de vouloir faire un peu ce qu'on a fait sur la réforme des retraites. Vous voyez, on met tout à plat. Vous allez voir ce que vous allez voir. Pendant des mois, Édouard Philippe et Jean-Paul Delevoye nous présentaient une réforme formidable, qui était juste, et en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous avait été pondu, c'est un truc totalement inapplicable. Totalement inapplicable. Pourquoi? Parce que trop complexe et voulant mettre table rase de tout, alors qu'il y a des besoins d'harmonisation au sein des différents régimes de retraite. Ce n'est pas ce que je dis. Mais on est arrivé à quelque chose de très complexe. D'abord,
qui a été laissé tomber, parce que la nouvelle réforme, elle ne sera pas sur ce modèle-là. Et j'ai peur que si on est arrivé à ce système-là, allez hop, on met tout à plat, vous allez voir ce que vous allez voir, on va avoir un régime formidable. Qu'il y ait des améliorations à faire, moi je le partage. Qu'il y ait un besoin, et je le dis devant des organismes complémentaires aussi, il y a cette notion de frais de gestion qu'on évoque souvent. Je pense qu'il y a une caricature de ce que c'est. Ça, c'est mon sentiment. Il y a une caricature de ce que c'est, mais ça demande d'être expliqué. Et c'est aussi aux organismes d'expliquer les choses. Je trouve qu'il faut, parce que sinon, c'est facile de dire, ah mais regardez les frais de gestion des mutuelles et on va mettre tout ça à plat. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est moins caricatural. Donc, je pense qu'il faut le faire. Donc, il y a sûrement des améliorations à faire dans la couverture. Moi, j'avais soutenu en 2017 un candidat qui parlait déjà de petits grands risques. Ça lui a pas été forcément une grande réussite pour cela. Mais ça existait déjà. Donc, il faut qu'on arrive à améliorer les choses, mais moi, à titre personnel, et je pense que ce sera la position de grande partie de la Commission, je ne suis pas favorable à une remise à plat totale du système et une grande sécu. Je vous remercie d'avoir abordé bien tous les sujets, effectivement. Mais c'est vrai que le rapport du HCAM traite essentiellement, de toute façon, de la question du financement et puis de la question de l'équité de la prise en charge et n'aborde pas forcément les vrais problèmes de notre système de santé. Et donc, du coup, je voulais m'adresser à vous, les docteurs, les médecins. Quel est votre pronostic à votre avis? Quels sont les problèmes majeurs de notre système de soins? Je dirais que d'une part, je suis assez d'accord sur son analyse et de se dire, est-ce qu'un grand bouleversement dans le cadre du financement est nécessaire? Très probablement pas. Et d'ailleurs, je pense que même le président de la République a donné un peu son avis. Donc, je pense que ça sera le statu quo, mais il faut répondre à la problématique à la fois de la prévention, qui se fait très mal dans notre pays, et d'autre part, les inégalités sociales. Et je pense que là, vous avez à jouer un rôle important dans la réponse que nous pouvons donner sur le plan du financement. D'autant plus que votre histoire, elle est aussi faite au travers des territoires. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des territoires. Donc, très probablement, je dirais que vous avez un rôle majeur à jouer dans le cadre des territoires. Après, moi, la question que je me pose aussi, et à la fois en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'usager, c'est de se dire où est l'unité de l'ensemble de ces complémentaires et de l'ensemble des complémentaires. Je voulais juste que vous demander si vous pouviez évoquer quels sont les problèmes majeurs de notre système de santé Alors, est-ce que vous aviez parlé du problème de l'hôpital public? Vous aviez parlé de ça? Tant à l'hôpital public que dans le milieu libéral, il y a une vraie problématique de sens aujourd'hui du métier. Et on n'a pas assez pensé, je pense, à l'évolution des métiers depuis de nombreuses années. Et donc, nécessairement, à un moment, parce qu'on n'a pas pensé à, je dirais, la prise en charge de l'ensemble des pathologies chroniques, on s'aperçoit qu'on se dit on a un problème démographique, tout d'un coup, et d'accessibilité aux soins. Aujourd'hui, ce problème, il est à peu près partout sur l'ensemble du territoire et un des plus grands déserts médicaux, c'est probablement Paris et l'ensemble de la grande couronne sur le plan de l'accessibilité. Vous voyez, il n'y a pas que la campagne qui a cette problématique de désertification et d'accessibilité aux soins. Accessibilité aux soins temporels et accessibilité aux soins financière. Donc on parlera du financier peut-être secondairement. Mais aujourd'hui, quelles peuvent être les réponses? Et les réponses, on en a vu pendant la crise Covid, on a eu un genre de boîte à outils. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place l'ensemble des outils qui pourraient répondre
à ces questions. La première, et vous l'avez vu, c'est l'utilisation, bien évidemment, du télésoin et de la téléconsultation qu'on a mis en place assez rapidement d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on a aussi l'évolution impérative et demandée de la part de l'ensemble des professionnels à, je dirais, l'évolution de leur métier et de la prise en charge. Et c'est ça qui est important. Et comme tout ça va très vite aujourd'hui, eh bien, il y a des difficultés pour la mettre en place. Pour ma part, il m'a fallu près de 10 ans pour essayer de le faire comprendre à l'ensemble de mes verticalités. Au départ, souvent je disais qu'on me mettait le goudron et les plumes quand je parlais de délégation de tâches. Eh bien, aujourd'hui, toutes les verticalités, et il n'y en a pas une seule qui aujourd'hui dit non, on ne va pas faire du travail aidé. Et je pense que la réponse est dans le travail aidé, mais c'est une réponse à moyen terme. Vous avez parlé du problème des urgences, c'est effectivement, on a une temporalité. Cette temporalité aujourd'hui, elle est de se dire comment on va résoudre la problématique, notamment des urgences. Et moi, j'ai été très étonné de la part du président de la République de mettre en place une mission flash alors qu'on connaît le diagnostic. Et en plus, on sait que la problématique des urgences, elle est aussi une accessibilité à la médecine spécialisée. Et si on ne parle pas avec la médecine spécialisée et qu'avec la médecine générale, vous êtes sûr d'aller probablement dans le mur à terme. Et vous, Franck de Vulder, quels sont, à votre sens, les principaux problèmes de notre système de santé ? Juste avant, sur le HCAM, je pense qu'on partage le même constat, c'est-à-dire qu'on a un système qui marche sur deux jambes, finalement, qui n'est pas si mal, que ce qui entache principalement ce rapport du HCAM, c'est le fait que la conclusion ait été téléguidée, on en parlait avec Catherine Deroche, a priori par le ministre en charge à ce moment-là, puisque pour la première fois dans les travaux du HCAM, son président, Pierre-Jean Lancry, s'est vu, à défaut d'être imposé, incité sur la stratégie souhaitée par le ministre parmi les quatre. Pas pour rien que la Grande Sécu a fait l'objet de tant de difficultés dans celles et ceux qui siègent au HCAM, et ils sont nombreux. Alors que le HCAM a pour but d'éclairer, de réfléchir de façon indépendante avec l'ensemble des acteurs dont vous êtes, dont nous sommes, dont sont les patients, et ainsi de suite, et d'éclairer la décision politique, parce qu'après tout, c'est le boulot du HCAM. Donc, nous n'allons pas tout déréguler. D'autant que, vous savez comme moi et mieux que moi, parmi les pays de l'OCDE, vous le rappeliez dans votre introduction, nous sommes celui qui a le reste à charge le plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il faut faire attention à deux catégories de population. Les plus âgés, souvent plus malades, consommateurs de soins, pour lesquels le reste à charge peut augmenter, surtout que le niveau de prestation des retraites n'est pas élevé. Et puis les plus jeunes, en particulier dans certains territoires, pour lesquels l'accès est difficile. Après, les grands enjeux du système de santé, et ce qui, comme je disais, bon courage tout à l'heure à Brigitte Bourguignon, c'est que finalement, on parle réponse aux besoins. Moi, je mettrais deux mots, qualité d'un côté, prévention de l'autre. La première des qualités, je me suis fait fort d'avoir le mot qualité dans la bouche depuis tant et tant d'années. Je vous disais, je suis gastroentérologue, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais simplement parce que, ayant présidé mon conseil national professionnel, j'ai eu amené à rencontrer mes homologues européens. Et quelle n'a pas été leur surprise? On fait le même métier, Patrick et moi, et quelle n'a pas été leur surprise quand, les faisant venir à Paris lors du Congrès national des gastro, ils nous disent quoi? Vous faites 1 500 000 coloscopies par an en France et personne vous demande vos résultats. Personne vous demande combien vous avez évité de cancer, trouvé de polypes, sauvé des vies. Et ça coûte tout ça? Personne. Alors jusque-là, je défendais le modèle nord-américain. C'est l'Obamacare, c'est les Québécois, c'est les pays du nord de l'Europe, où non seulement on prend en charge la qualité, mais c'est un des éléments du financement
de la médecine. Aujourd'hui, la première des qualités, c'est de trouver un soignant, c'est de trouver un médecin, c'est de trouver... ça devient la première des qualités, avec d'autres critères. Je pense que mais c'est pas le rôle du HCAM. Donc les deux travaux, c'est qualité, parce que ça, c'est une urgence absolue. Et ça va répondre à l'offre de soins, ça va répondre à comment on va gérer la crise estivale. Là, c'est une urgence à quelques semaines des urgences. Et puis prévention, parce que c'est une politique de santé à moyen terme. Juste avant d'être chez vous, j'étais à la Mutualité française dans le bureau d'Éric Chenu, et on partageait complètement cette nécessité. Et je reprends ces mots, il me disait, mais tu comprends, je ne suis pas sûr qu'une politique de prévention fasse faire des économies à la nation, sur un plan financier, mais sur un plan humain. Quel gap! Et allons-y, quoi qu'il en coûte, disait-il. Ok, merci. Justement, vous avez évoqué qualité, prévention. Alors tout ça, c'est des domaines où les complémentaires innovent et puis sont force de proposition. Hein. Et donc, je vais vous laisser la parole justement pour un peu indiquer votre point de vue. Quelles sont les expertises que vous pouvez apporter? Quelles sont les expériences donc pour améliorer la qualité de la prise en charge en tant qu'organisme complémentaire? Je pense qu'effectivement, sans revenir sur tout ce qui a été dit sur le système et son caractère hybride, le fait que les complémentaires opèrent dans un marché concurrentiel, ça stimule l'innovation. Ça nous pousse à être meilleurs, à essayer de nous différencier malgré des contraintes réglementaires fortes. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Hein. Le contrat responsable, c'est très contraignant. Mais néanmoins, ça nous pousse. Donc, les complémentaires sont précurseurs sur un certain nombre de services. On parle de téléconsultation. Ça a été initié par les complémentaires. Marianne dira plein de choses sur beaucoup de choses qui ont été faites dans ce cadre-là. Sur le deuxième avis, qui est important, parce que ce sont des décisions très importantes, si une opération, etc. Le fait de le permettre dans des contrats, ça permet au plus grand nombre, notamment aux plus démunis, de pouvoir prendre des décisions plus éclairées sur leur santé. Dans tout le collectif, il y a des packages donc plus ou moins variés, sur mesure, pour offrir plus de services, notamment de prévention. Mais je reviendrai dans un instant sur la prévention qui est très importante. Le deuxième volet sur l'innovation, en tout cas sur des spécificités. Alors là, je vais parler plutôt en tant que mutualiste. On a la proximité des adhérents qui peuvent devenir patients. Cette proximité, c'est un atout essentiel. Les pouvoirs publics, la sécurité sociale ne peut pas tout faire. Donc cette complémentarité, ça veut dire que nous, on peut apporter ces services au plus proche des patients. Quand on accompagne, quand il y a des sorties d'hospitalisation, des choses comme ça. Je ne vais pas faire un inventaire à l'après-Vert, mais il y en a un certain nombre. Cette proximité, elle permet aussi de diffuser l'innovation. Parce que l'objectif, in fine, c'est de démocratiser pour permettre l'accès aux soins au plus grand nombre. Finalement, c'est ça l'objectif qu'on poursuit dans l'économie sociale et solidaire, mais pas que, en tout cas sur la santé. Donc tout ça fait partie de ce qu'on peut apporter. Un dernier point sur cette démocratisation, et si on prend l'aspect prévention, la prévention, on le sait tous, c'est pas le fort chez nous. En France, on a des progrès à faire. Les complémentaires santé, on nous attend, on nous dit attention, toi la prévention, etc. On fait de la prévention, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Mais en fait, on est en train de parler d'un passage à l'échelle. Et un passage à l'échelle, ça nécessite... Est-ce qu'on peut faire tout seul, nous, complémentaires santé? Non. Ça nécessite d'avoir toutes les parties prenantes autour de la table pour dire est-ce que la prévention, finalement, il y a des décisions politiques donc qui sont établies
par le gouvernement, etc. Et après, la question, c'est qui va mettre en œuvre ces décisions politiques, quels vont être les financements de ces décisions politiques. Est-ce que les complémentaires bénéficier? Est-ce qu'on peut désigner tel ou tel acteur pour une délégation de service public? Enfin, en fait, tout est à imaginer, mais là, en tout cas, c'est notre analyse chez Aesio Mutuel, en partie, c'est que ce passage à l'échelle, c'est un sujet de société. C'est pas juste je me charge de la prévention, etc. Et là, on a beaucoup de choses à faire et des choses plutôt enthousiasmantes parce que je partage ce qui a été dit. Je connais assez bien le système américain et on regarde le résultat, on rembourse par rapport, alors pas partout, enfin, c'est tout système a ses complexités, mais même le retour, même les gains financiers, moi, ça, j'en suis convaincue, peuvent être très significatifs. Oui, ça nécessite vraiment une coopération avec les pouvoirs publics, les médecins, avec toutes les parties prenantes pour pouvoir être à l'échelle. Tout à fait. Et il y a l'enjeu des données. Parce que qui dit prévention efficace, ça signifie soit grosse politique publique, on veut quasiment éradiquer le cancer du sein, ça veut dire faire de la prévention dès 20 ans, comme dans les pays du Nord. Donc c'est un coût. On sait faire, on sait faire des mammos, etc., mais il y a un coût. Et puis, il y a la prévention personnalisée, ciblée, aidée par la technologie, qui nécessite des données. Donc là, il y a un sujet sur le consentement. Enfin, c'est un sujet, une fois encore, de société, mais qui peut avoir des apports... En tout cas, chacun apporte sa pierre. Et justement, Martine, tu voulais nous parler de prévention plurielle. C'est votre nouvelle entité. Oui. Alors avant cela, peut-être rappeler quand même quelques chiffres. 12% du PIB qui est dépensé en dépenses de santé, un des plus élevés d'Europe. Et puis résultat des courses, 9e au classement de l'espérance de vie en bonne santé. Bon, voilà, ça interpelle. 2% des dépenses de santé dépensées sur la prévention. Ça aussi, ça peut être interpellé. Ça, c'est pour les quelques données génériques. Et puis, vous le savez, plus de 20 millions de porteurs de maladies chroniques. Et puis, des projections qui montrent qu'après 65 ans, on est porteur de 3-4 pathologies qui nécessitent un suivi particulier qui n'est évidemment pas du tout pris en compte dans les systèmes type T2A ou autres systèmes un peu jusqu'au boutiste. Donc, je pense qu'effectivement, le débat de ce soir est vraiment intéressant parce qu'il y a des vraies questions à appréhender tous ensemble pour améliorer les choses. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces dispositifs? Alors, évidemment... Sophie a bien décrit les approches assurantielles de longue date. La petite spécificité, le petit supplément d'âme sur lequel je pourrais insister côté Interial, c'est son côté affinitaire. Parce qu'on l'a vu finalement, un des facteurs importants de bonne santé, c'est la capacité des acteurs à se prendre en charge eux-mêmes. L'OMS évoque la possibilité à horizon 2030 d'une part majoritaire des pathologies qui sont liées, plus de 70%, qui seraient liées à des habitudes de vie, des mauvais comportements, à l'alimentation, le sommeil, la sédentarité. Et c'est sur ces sujets-là, finalement, avant effectivement qu'ils n'arrivent, et c'est tant mieux, ils sont bien pris en charge, mais quand même, c'est un peu tard. C'est sur ces sujets-là qu'il faut arriver à leur parler et à faire en sorte qu'effectivement, ils aient une oreille attentive, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui le cas. Alors, il y a plein de choses à faire dès le plus jeune âge, j'en suis convaincue, avec une place dans les écoles, pourquoi pas. Et Interial est présent dans les écoles, typiquement, pour apporter déjà un certain nombre de choses. Il y a ce côté affinitaire qui est probablement et puis puissant. C'est-à-dire que quand c'est un policier qui parle à un policier, quand c'est un sapeur-pompier qui parle à un sapeur-pompier ou un enseignant qui parle à un enseignant, ça a probablement plus de poids que quand c'est quelqu'un lambda. Donc nous sommes complètement emparés de cette idée en créant donc effectivement prévention plurielle, qui est donc une mutuelle
une des seules, je pense, mutuelle 100% dédiée à la prévention, avec un modèle économique assumé, puisque nous faisons effectivement payer à nos adhérents cette prévention pour une modique somme de 90 centimes TTC par mois et par membre participant. Donc ce modèle économique qui est mis en place depuis début 2022, que nous éprouvons, a été déployé du coup sur l'ensemble de nos adhérents. C'est-à-dire que le parti pris, et Véronique Farrer, présidente de Prévention Plurielle, en est l'autrice, c'est la prévention n'est plus une option. C'est-à-dire vous rentrez chez Interial, et bien de facto, vous devenez adhérent de Prévention Plurielle pour 90 centimes TTC par mois et par membre participant. Et donc, de facto, on va vous inviter à rentrer dans des programmes incitatifs, à la fois sur l'éducation à la santé, parce que ça commence par là, avec la mise à disposition d'une plateforme digitale qui est ciblée sur les thématiques propres aux métiers que nous couvrons, avec des témoignages de pairs, PAIRS, sur des situations professionnelles qui sont vécues, sur des meilleures manières de se prendre en charge, avec, on espère, du coup, un impact un peu plus important sur sa population. Et puis, dans ces programmes, également, pris en charge au travers de cette cotisation, l'accès à une plateforme d'accompagnement humain. Je le précise parce que nous sommes assez convaincus de la nécessité de faire du couplage entre l'humain et du digital. Donc une plateforme d'accompagnement humain avec des personnes formées aux techniques de changement comportemental qui vont appréhender différentes situations de vie et aider finalement sur un programme d'accompagnement sur plusieurs mois la personne à retrouver finalement les rênes, reprendre les rênes de sa vie, comprendre ce qui lui arrive. Le temps médical, on le sait, très court, et déjà comprendre ce qui nous arrive, c'est pas mal. S'approprier un traitement, imaginer aussi des parcours à côté, mieux manger, avoir un sommeil équilibré. Pourquoi pas aller voir un psy, parce que des fois, c'est lié. Donc voilà, avoir cet accompagnement que finalement, le parcours de santé aujourd'hui ne propose pas. Parce que vous allez voir votre médecin, il a 5 minutes chrono à vous prendre en main, puis vous ressortez, vous n'avez rien compris à l'ordonnance, et puis quand vous partez de l'hôpital, un tiers des gens qui sortent de l'hôpital se sentent abandonnés après rentrant chez eux. Donc c'est ça la question finalement d'aider. Donc Interial, c'est complètement... C'est un super service, donc j'espère qu'il est utilisé par les adhérents. Eh bien nous démarrons, donc effectivement nous avons plusieurs milliers de connexions sur le parcours, plus d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui qui sont accompagnées, c'est les tout débuts. Oui. Et nous, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire aussi comment finalement les personnes connaissent les services, les utilisent. Donc c'est tout le côté effectivement affinitaire qui va progressivement faire son œuvre. Nous organisons également un colloque avec un comité scientifique composé de différents experts médicaux, paramédicaux, chercheurs, etc., neurosciences qui nous aident. Bien sûr, c'est un pari, c'est un début, et on espère d'aller un peu plus loin. Et puis aussi dire que parmi les thématiques que nous appréhendons, la question de la prise en charge psychologique, on n'en a pas beaucoup parlé, mais nous faisons tous les ans, depuis plusieurs années, une enquête conduite auprès de plus de 10 000 adhérents pour comprendre leur état de santé. Posons un certain nombre de questions, etc., et bien adapter finalement ce que nous pouvons proposer à leur situation professionnelle. Et moi, il y a un chiffre qui m'a quand même particulièrement marqué, qui est celui quasiment d'un agent sur 2 interrogé qui se déclare en situation de stress et d'anxiété majeure, et 13% qui déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment nous interpeller. Le gouvernement a mis en place des choses. La FNMF l'avait anticipé en déployant dès l'année dernière la prise en charge de consultations psychologiques. Et donc Interial, typiquement, a intégré dans ses offres, pour je dirais 90% de ses adhérents, un forfait psychologie, open bar, 240 € par an, pour pouvoir accompagner les familles qui en ont besoin. Et quand on sait qu'aujourd'hui, une consultation psy, c'est entre 60 et 80 € si vous êtes à Paris, et qu'aujourd'hui, le système Mon Psy rembourse entre 40 et 30, il y a quand même un vrai sujet. Et donc, aider aussi les personnes, finalement, dans le besoin, à accéder à ces spécialités-là, c'est important.
Merci Martine. Ouais, c'est effectivement très important. Oui, donc Marianne, tu voulais aussi nous parler d'un service. Je vais vous parler d'un service, mais d'abord je veux dire que pour moi le plus gros problème en France, c'est l'absence de culture de santé publique. Alors c'est pas ça que les complémentaires vont régler, ni que moi-même je vais pouvoir régler. Mais moi qui ai fait toutes mes études en santé publique, on n'a pas de bonnes écoles de santé publique en France, il faut le dire. Quand on fait des écoles de santé publique à l'étranger, on y a à peu près 10% de médecins, des vétérinaires, beaucoup de vétérinaires en santé publique, des statisticiens, beaucoup de qualiticiens, des psychologues, des personnes qui font des sciences politiques et qui travaillent ensemble. Et l'unité en santé publique, c'est d'évaluer combien on met d'argent par rapport à ce qu'on gagne. Ça rejoint votre thématique de l'évaluation, mais elle n'est pas sur une procédure, elle est à l'échelle globale d'un système de santé. Et en France, moi je parie, mais j'espère me tromper, que pour résoudre la crise en ce moment, on va remettre de l'argent. Et plus on remet d'argent, moins ça va. Parce que justement, on remet de l'argent sur les endroits où ça ne va pas, et ce sont les endroits où on ne devrait pas aller. Qu'on devrait justement désengorger pour trouver d'autres systèmes de flux de patients. Et c'est une catastrophe, cette absence de culture de santé publique. Et elle ne devrait pas, les questions de santé ne devraient pas être portées que par les médecins. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et c'est pour ça que les complémentaires santé ont un rôle à jouer. Mais c'est bien au-delà des complémentaires santé. Ça, c'est vraiment une des grosses catastrophes de notre histoire, de notre médecine en France. C'est l'absence de cette culture-là. Deuxième aspect où là, les complémentaires santé jouent vraiment un rôle, et les plateformes de santé pour lesquelles je travaille et qui mettent en œuvre des actions ont un rôle énorme à jouer, c'est que le premier acteur d'un système de santé, c'est les patients eux-mêmes. C'est les personnes. D'ailleurs, ils ne sont pas toujours patients. Parfois, ils sont juste bien portants. Et l'idée, c'est qu'ils le restent. Et quand ils sont patients, qu'ils se comportent de manière adéquate. Et ça, c'est un peu un corollaire de l'absence de culture de santé publique. C'est que on a toujours dit en France, vous avez un problème, allez voir votre médecin. C'était ça. C'est lui qui va vous dire. Et on a tous baigné dans cette culture très, très française, très liée à l'absence de culture de santé publique. Dans des pays comme l'Angleterre, on donne beaucoup plus d'éducation à la santé depuis très très longtemps. C'est le courant hygiéniste dès le 19e siècle qui a fait qu'on a cette culture de l'éducation à la santé. On l'a pas en France, c'était, t'as un souci, tu te poses une question, va donc voir ton médecin, puis il va te donner les réponses. Tu n'auras pas toujours compris, d'ailleurs, parce que avoir une réponse, c'est pas toujours l'avoir comprise, mais on fonctionne comme ça. Alors maintenant, c'est la catastrophe parce qu'on a du mal à aller voir son médecin. Il n'y en a pas, ou ils ne sont pas présents, ou ils sont loin, ou ce n'est pas les spécialités, certaines spécialités comme l'ophtalmo, on est bien sensible à ça dans la complémentaire santé. Il n'y a pas de rendez-vous dans certains coins, dans le nord de la France, avant 12 mois. C'est dur d'aller voir son médecin dans ce cas-là. Et donc nous, chez Santé Claire, avec ce constat-là, on s'est dit quoi? On s'est dit, puisqu'on ne peut pas changer le système et l'absence de culture de santé publique, ça c'est des décisions qui devraient être beaucoup plus collaboratives, mais qui peuvent avancer, on va essayer au moins de donner des outils aux personnes, aux plus proches d'elles, pour qu'elles s'orientent mieux dans les systèmes de santé, qu'elles prennent les bonnes décisions. Et c'est tout simple. Aujourd'hui, la crise des urgences, c'est quand même beaucoup de gens qui vont aux urgences alors qu'ils ne devraient pas y aller. Tout simplement. Et pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne devraient pas y aller. C'est tout. Alors c'est tout, mais c'est beaucoup. Sauf qu'il y a personne qui s'est posé la question de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un outil simple à partir d'un symptôme pour aider les Français à savoir s'ils doivent aller aux urgences ou aller chez le médecin ou s'automédiquer. Cet outil, il existe. Il y a des pays qui l'utilisent depuis des années. Donc nous, chez Santé Claire, on a introduit cet outil. C'est un outil au niveau international. Il y a à peu près 7 outils de ce type-là au niveau international. Mais ça existe. Et c'est très simple. Sauf que c'est de l'intelligence artificielle. Ça a d'ailleurs été évalué dans toutes les thèses qui se publient là-dessus comme étant même supérieur à des consultations de médecins, parce que c'est des systèmes experts très puissants sur des bases de données très très lourdes. Et ça vous donne, avec une grande précision, une capacité à savoir s'il faut aller aux urgences, s'il faut aller chez son médecin, si ça doit être fait rapidement
Et donc, si c'est rapidement, ça serait peut-être mieux que ce soit en téléconsultation d'ailleurs, parce qu'au moins ça pourrait être immédiat. Ou si ça peut attendre, ou si on peut s'automédiquer. On s'automédique mal et peu en France, avec peu de savoir. Et ensuite, à partir de cet outil-là, on peut déboucher sur des outils de parcours de soins. Nous avons un outil d'aide à l'automédication, des outils de téléconsultation, bien sûr. Le Covid, maintenant, les a développés, mais avant, c'était, oh là là, non, pas la téléconsultation, terrible. Finalement, on s'est aperçu que ça fonctionnait pas trop mal. Et puis, mais malgré tout, on est tout content, mais on en fait 20 fois moins que dans certains pays. Il y a beaucoup de cas où ça pourrait être mieux fait. Donc, par rapport à ça, on a aujourd'hui besoin que les Français, pour leur prévention, déjà sachent un peu mieux quoi faire. Aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup de choses sont dans la main de ceux qui fument trop, qui font pas assez d'exercice, qui mangent mal. Encore faut-il leur donner des outils, mais aussi pour s'orienter dans le parcours de soins. Comment savoir ce que je dois faire en fonction de quels symptômes? Si je suis hypocondriaque, je vais filer aux urgences avec toute ma famille. Si je suis dur au mal, je ne vais pas y aller, alors que je devrais y aller. L'infarctus des femmes, c'est souvent sous-diagnostiqué et parce que les symptômes sont un peu différents. Et puis elle dit ça va passer. Ben non, c'est grave, il faudrait y aller et elles n'y vont pas. Donc il y a beaucoup de cas, vraiment, on pourrait... et puis quand j'y vais, je vais où? Comment je vais, si je vais dans un bon établissement qui est bien fait pour ce que j'ai, en cancéro par exemple, les chances de survie à 5 ans vont être très différentes selon l'endroit où je rentre dans le système de soins. Cette culture-là d'information, de la qualité, elle coûte pas cher. Elle soigne mieux, elle coûte moins cher. Et ça, nous, les complémentaires, eh bien, par rapport à beaucoup de tabous, parce que c'est très tabou de parler de la qualité, c'est très tabou de parler du patient empowerment, comme disent les anglo-saxons, parce que, oui, il va sur Internet, le patient, puis il est casse-pied, il arrive, il voit le médecin et il sait déjà ce qu'il a. C'est casse-pied, on entend ça tout le temps. Ouais, c'est peut-être casse-pied, mais à la clinique Mayo, ça fait 30 ans que quand un patient parle de sa pathologie, qu'il a été voir un truc même complètement débile sur Internet ou dans un journal, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le féliciter parce qu'il s'est renseigné sur sa pathologie, il a fait un effort, il a retenu une information, et c'est la base d'une construction. Donc tout cet aspect-là de comment on renforce le pouvoir du patient et son interaction avec le système de santé, comment on la rend plus judicieuse, eh bien je pense qu'aujourd'hui, les complémentaires santé sont beaucoup mieux à même de faire les premiers pas. Parce qu'il y a des choses qui sont tabous là-dessus, qui ne sont pas consensuelles. Il va falloir apporter des outils à des endroits où peut-être, à un moment donné, le syndicat trouvera que ça gratouille un petit peu, parce que ce n'est pas exactement comme ça que ça aurait été voulu, ou au niveau du financement, il va falloir trouver un financement que la Sécu n'aurait pas voulu débloquer tout de suite, ou il va falloir aller chercher une start-up qui peut-être n'est pas du tout connue en France et qui pourrait être intéressante parce qu'elle apporte une technologie qui n'a pas été introduite et qui n'est pas encore remboursée par la Sécurité sociale. Donc ces premières étapes, ces prémices de parcours de soins, d'empowerment des patients, eh bien je crois que nous avons un rôle essentiel au niveau des plateformes de santé et des complémentaires pour franchir ces premières étapes de l'innovation, parce que l'innovation a un cycle. Et la réforme, alors c'est totalement technocratique ce rapport HCAM sur la grande sécu. Je ne sais pas même comment au XXIe siècle on peut encore avoir une pensée aussi totalitaire. Enfin, même l'école privée, les machins, les trucs, c'est fini. Ça, on nous dit plus. Il faut que l'école publique. Il y a plus de. C'est fini. Il y a encore qu'à la sécu qu'on peut imaginer que ça serait mieux s'il y avait un seul acteur. Déjà, ouvrons les bases de données anonymes. Faisons de la santé publique pour de vrai. Regardons ce qui se passe. On a les meilleures bases de données, on ne s'en sert pas. Et puis, au-delà de la santé publique, travaillons, chacun à son niveau, sur ce qu'il peut faire le mieux. Et ce que nous pouvons faire le mieux au niveau des complémentaires, c'est cette relation directe avec le patient, qui au final est bénéfique aux médecins et au système de santé aussi. Bravo. Donc, du coup, on va passer directement à la question 5, voilà, parce qu'il est déjà 8h moins 5. Vous souhaitiez dire un petit mot ? Oui, moi, je voulais dire un petit mot sur... Et c'est intéressant que vous parliez de santé publique. On a fait un rapport dont j'étais co-rapporteur sur la crise sanitaire, et c'était tout début de la crise Covid.
On l'a présenté en décembre 2020, pensant, et quand on l'a engagé en juillet, on pensait que c'était la fin de l'épidémie, et non, on y est toujours. Mais notre rapport, on l'a appelé « Santé publique pour un nouveau départ ». Parce que je pense qu'en effet, c'est un des gros déficits du système de santé actuel, c'est cette notion de santé publique. C'est pour ça que la prévention soit inscrite, c'est bien. La difficulté que l'on a au niveau du financement, et nous qui votons les projets de loi de financement de la sécurité sociale, c'est que la prévention, c'est une dépense à un moment donné. Mais le retour sur investissement, je prends le terme, il est décalé. Et ça, dans des budgets annualisés, c'est toujours compliqué à faire penser. Quand on voit le temps qu'il a fallu pour que la sécurité sociale accepte de prendre en charge la vaccination des adolescents contre le papillomavirus, alors que l'Australie a éradiqué complètement certains cancers par ça, vacciner d'abord les filles, mais aussi les garçons. Et pourquoi ça ne se faisait pas? Je pense pour des questions uniquement budgétaires. Donc il faut arriver à trouver arriver vraiment à de la prévention, à voir comment on l'a vu dans la crise Covid, comment les plus fragiles et les plus sensibles à la Covid étaient quand même des gens qui avaient des comorbidités, mais aussi des jeunes qui avaient une obésité, qui avaient un diabète et tout ça. On le voit lorsqu'on travaille en cancérologie, on voit combien l'activité physique, tout ça joue aussi sur le pronostic de la maladie. Donc je pense qu'il faut vraiment, en effet, qu'on accentue ce côté prévention. Nous, on termine une mission sur l'obésité. L'OMS est assez catastrophique par rapport à ce qu'est la prégnance de l'obésité dans certains pays. Donc il y a des choses à faire. Et pour terminer, c'est bien que vous parliez en effet des bases de données, des données de santé. Nous, on engage au Sénat une mission qui va démarrer là en juin sur les données de santé. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis, mais avec tout ce qui nous est tombé dessus entre le pass vaccinal, la commission d'enquête sur l'hôpital et la commission d'enquête sur les EHPAD, on a décalé. Mais les données de santé, c'est majeur. On a une mine de renseignements. On a une mine de trucs. Et on l'a tellement verrouillé, à juste titre parfois sur certains domaines, mais il faut qu'on arrive à lever des freins. C'est majeur pour l'innovation, c'est majeur pour les traitements innovants de toute la médecine personnalisée. D'autant plus que la Sécu ne publie rien. Mais non. Moi, j'ai travaillé au service de santé publique du canton de Vaud, 1 million d'habitants. Elle publiait 4 ou 5 grandes études de santé publique par an. La Sécu ne publie rien alors qu'elle a une mine d'informations. Là, c'est pareil pour les services hospitaliers, puis je reviendrai là-dessus. Le président de la République hier disait on va voir établissement par établissement. Nous, quand on a demandé au ministre Véran quels sont est-ce que vous avez le tableau des soignants manquants? Est-ce que vous avez le tableau des gens des lits fermés pour cause de manque de personnel? C'est le cas à l'Institut Curie que j'ai visité il y a 15 jours. Est-ce que vous avez le tableau des programmations? Il me dit ah non, on n'a pas ça parce que c'est très compliqué à voir. Très compliqué à voir en 2022, je veux dire. Très compliqué à voir. Et puis, quand Delfrécy avait dit il y a 20 000 lits qui ont été fermés, Véran a fait une étude de l'adresse parce que le ministère est infoutu de nous donner des chiffres. Alors, on va voir, parce que là, le président indique qu'il ferait établissement par établissement. Et le ministère, c'est tout récent qu'il a eu le droit d'avoir accès aux bases de données de la sécurité sociale. Oui, c'est un texte qui date de 5-6 ans. Oui. Avant, ils étaient interdits d'accès. On a fait un texte sur l'innovation en santé qui est passé au Sénat, une proposition là que j'avais déposée. C'est majeur d'ouvrir, en effet, des données de santé par rapport à pour les essais cliniques, pour autres, et même pour l'efficacité de l'innovation en vie réelle. Donc ça, il faut vraiment... merci de ce que vous faites sur ce côté très santé publique et très intéressant. Alors, moi, ce que je vous propose, puisqu'on a le plaisir d'avoir autour de la table des complémentaires santé et des représentants du monde médical, c'est peut-être de réfléchir comment mieux coopérer pour améliorer le système de soins et quelles pourraient être les bases de cette coopération. Je peux dire un mot là-dessus rapidement. C'est toujours mon credo. Je pense que les médecins ont intérêt à ce que les patients soient plus intelligents et sur leur santé. Et que donc, quand on crée des outils qui permettent que les patients se prennent mieux en charge
par exemple en matière de prévention, hein, sur du coaching sommeil, du coaching nutrition, du coaching pour arrêter le tabac, du coaching pour aider à reprendre une activité physique adaptée après une pathologie. Beaucoup de complémentaires santé font des choses en ce sens, et Santé Claire le fait. Je trouve très dommage, et c'est sans doute notre faute aussi, on a besoin de plus collaborer, que les médecins ne sachent pas que les patients ont droit à ce type de service. Parce que ça pourrait drôlement les aider, je pense, qu'un patient a une anxiété, tout, quand il y a des services qui concernent la santé mentale, ou quand il se demande s'il doit vraiment se faire opérer, il est allé voir le spécialiste, mais il revient, il en parle à son généraliste, il a un doute, et qu'il y a un système de deuxième avis très bien fichu dans sa complémentaire. Voilà, je pense que les médecins, aujourd'hui, nous devrions, plateforme de santé complémentaire, être plus en contact pour essayer d'expliquer, par exemple, pour 10 millions de Français, on n'a quand même que 4-5 grandes plateformes de services en France, donc ça ne va pas être si compliqué d'identifier au moins les 3-4 thématiques importantes pour les médecins, pour lesquelles les complémentaires peuvent rendre un service qui permettrait que le médecin, finalement, ne soit pas... parce que quand quelqu'un a un problème autour de son hygiène alimentaire, je veux dire, le généraliste, le temps qu'il va y passer, il ne le passera pas. Ça sera compliqué. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, je pense, où les médecins et les complémentaires pourraient mieux collaborer. C'est très complet. Au profit des patients. C'est très concret. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Feder? Et puis, alors jusque-là, ça se passait bien. Mais même si je ne vais pas avoir les mêmes applaudissements que vous, j'en doute pas, vous me permettrez quelques propos un peu dissonants. À ma voisine de gauche, le temps moyen de consultation d'un médecin généraliste en France, c'est 18 minutes et pas 5. Donc si le vôtre prend 5 minutes, c'est que c'est 18 minutes. C'est du vécu quand même, parfois. C'est 18 minutes. C'est le temps moyen publié encore dans une étude récente, qui a certainement tous les défauts du monde. Le parcours de soins, mais 100 000 fois oui, évidemment, le parcours de soins entre le médecin, les médecins, j'oserais dire, le médecin traitant, souvent généraliste, mais pas toujours, le médecin traitant et parfois l'orthopédiste, quand on a été une prothèse de genou, parce que là tout va bien me concernant, mais sur un temps donné, et puis les autres acteurs de la santé, et ce ne sont pas que des médecins. Et le parcours de soins est important. Le parcours de soins, c'est pas le réseau de soins. C'est radicalement différent. Autant on défend à mort le parcours de soins avec la liberté de choix du patient, la liberté de voir les professionnels de santé sur son territoire ou ailleurs s'il le désire, et pas un parcours imposé, fléché, on va voir le docteur parce qu'il est sur la liste de remboursement ad hoc. Donc, j'ai pas parlé de ça. Hein. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais je préfère mettre les choses. De toute façon, la loi l'interdit de faire des réseaux de médecins, donc voilà, la question est malheureusement réglée parce que de médecins, les réseaux de médecins sont interdits par la loi. Et parfois, on aurait peut-être eu intérêt à en faire, mais bon, c'est une autre question. C'est une autre question, et vous comprenez qu'on a un point de divergence absolu. La deuxième chose, c'est que j'entends quand vous dites « mais le médecin, il n'a pas le temps, donc il faut faire part ». Moi, je pense que l'évolution de la médecine et que le médecin du XXIe siècle, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur au sein d'une entreprise dans laquelle il y a des médecins, généralistes, spécialistes, d'autres professionnels de santé, des assistants médicaux. Je passais le début d'après-midi avec le syndicat des infirmières en pratique avancée. Il n'y a pas assez d'infirmières en pratique avancée. Elles n'ont pas un champ de compétences qui est assez large. On crève de ça. Vous savez mieux que moi, parce que moi je ne suis que médecin de terrain, mais vous savez mieux que moi que la patientèle d'un médecin généraliste allemand est 3 fois plus, un peu plus de 3 fois plus. C'est 3000 patients. Ces 3000 patients, il gagne mieux sa vie et il travaille moins d'heures par semaine. D'accord ? Et il soigne bien. Et il consacre plus de temps à chacun des patients. Simplement, un médecin allemand, il travaille avec 2-3 assistantes médicales, 2-3 IPA, des infirmières. Eh bien, je pense qu'il nous faut, je vous disais tout à l'heure combien je crois à une politique faite de droits et de devoirs. Eh bien, faire une politique faite de droits et de devoirs, c'est nous donner les moyens d'agir. Donc évidemment, à 25 € la consultation pour un généraliste, le moyen d'agir, ça va être un petit peu compliqué. Or, je pense que l'avenir de la médecine, c'est de s'organiser. On porte
Dans tous les syndicats, on porte le concept des, je prends mon job de médecin spécialiste, le concept des équipes de soins spécialisées. Je pense franchement qu'on ne trouvera plus un médecin dans chaque village, ou en tout cas avec difficulté. Eh ben, mettons en avant les consultations délocalisées, d'accord ? C'est mon territoire. Je vous invite, venez chez moi en Champagne-Ardenne, vous verrez qu'on travaille sur 8 sites de consultations délocalisées pour 20 pas 20 médecins, 20 spécialités médicales et chirurgicales différentes qui vont dispenser du soin là où on ne trouve plus de toubib. Et on n'est qu'à une première étape. Parce que la deuxième étape, c'est de mettre l'accent sur l'IPA qui va aussi aller faire cette pratique avancée. Donc je pense qu'on a un intérêt à agir ensemble. 2 mots encore. Un mot sur ce que vous disiez, je vous rejoins complètement sur les politiques de santé publique, mais que ça nous énerve, et moi que ça m'énerve d'aller dans des congrès français, étrangers, d'entendre les expériences entre autres des pays du nord de l'Europe et de nous raconter leur file active de toute la population où ils ont rentré, toutes les coloscopies, tous les insuffisants cardiaques, tous ceux en bonne santé, tous ceux qui font du sport, les grands, les beaux, les belles. Et nous, on a un truc merveilleux qui s'appelle assurance maladie, on y est tous, et non seulement on n'a pas accès, mais c'est un livre fermé, même avec les services de l'État. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Sachez, sur un plan anecdotique, que le gastroentérologue que je suis et la gastroentérologie française, moi c'est un domaine que je connais plus que bien, on a dû, il y a 20 ou 25 ans maintenant, créer un observatoire des coloscopies en France. Pourquoi ? Parce que l'assurance maladie nous donnait des chiffres faux, des statistiques fausses, en nous disant on fait 4 millions d'actes. Mais non, on ne fait pas 4 millions d'actes, on en fait 1,2 million. C'était le cas il y a 25 ans. Donc on manque de cet esprit de confiance. Et alors, ce dernier point sur la prévention, je pense que je rejoins complètement votre propos. La prévention, c'est l'affaire de tous, et après tout, de nous, j'allais dire les usagers, mais je préfère, j'ai pas envie d'être usager, comme j'ai envie d'être, moi je vois mon toubib, voilà. Donc c'est c'est l'affaire de tous. 2, c'est l'affaire de tous les professionnels, pharmaciens, infirmiers, kinés. On a tous une action de prévention. 3, on a à se poser les questions sur les grandes campagnes de prévention. C'est le cas du cancer, où on a un retard considérable. Cancer colorectal, c'est hallucinant. On est les derniers de la classe. On est nuls, mais nuls. Mais il n'y a pas d'autre terme. Nul. HPV, vous parlez tout à l'heure d'HPV, mais c'est archi nul. Évidemment, le proctologue que je suis, quand je dis proctologue, ça fait, là, normalement, je devrais avoir les sourires au moins, parce que ça fait marrer tout le monde. Mais le proctologue que je suis évidemment sensibilisé au problème de l'HPV, parce que ça fait pas, on est dans une ambiance, j'ai vu parité, mais parité très féminine, je m'en réjouis, mais c'est pas que le cancer du col, c'est aussi le cancer de la région anale, et c'est 30% des cancers ORL. Vous citiez, Madame la sénatrice, l'exemple qui nous fait baver d'envie, excusez-moi du terme, australien. Mais il y a 15 ans, les Anglais vaccinaient non seulement les petits garçons et les petites filles, et ils étaient à 86% ils touchaient 86% de la population cible sur HPV. Nous, on était à 12, on est à 33. Mais franchement, posons-nous les bonnes questions. Et puis la dernière chose, c'est que c'est l'affaire de tous, mais je crois, et je donne un exemple qui concerne un assureur qui est Clésia, vous savez qu'on a, nous, CSMF, monté une consultation de prévention qui a rendu, à l'époque, le directeur général de l'assurance maladie, Nicolas Revel, assez en colère, parce qu'on a mis en place une consultation de prévention sur la branche transport de Clésia, qui est une grosse branche. J'ai pu comprendre qu'ils avaient une empreinte importante sur cette branche transport. On en crée une deuxième là prochainement, avec une formation dédiée pour le médecin. C'est une consultation très structurée, un peu comme carnet de santé de l'enfant, quoi. Il nous faut causer des cages et ainsi de suite, donc qui est longue, qui dure à peu près 3/4 d'heure, qui est hautement valorisé. C'est pour ça que Nicolas Revel s'éternue un peu. C'est 5 fois la valeur du prix de la consultation. Et ben, mettons en place des consultations. Vous savez que il y a eu un gros programme sur la prévention. Il y a une audition IGAS qui s'est faite il y a 1 an maintenant sur la prévention. Moi, je me souviens que j'avais proposé au nom de la CSMF à l'époque 3 âges de prévention. Le jeune ado, ça c'est HPV. Le jeune adulte, c'est celle que je faisais quand j'étais à l'armée. On vérifie mes vaccins, et puis celle de la maturité, parce que quand on a le ventre qui s'arrondit, la tension monte, le diabète prend, et on fait moins de sport. Et voilà. Mais je pense que je suis d'accord avec vous. C'est l'affaire de tous, mais que la médecine de demain, le médecin du XXIe siècle, c'est un médecin dans une entreprise. Parce que sinon, on ne répondra pas à la demande. Par rapport à la question sur comment mieux travailler ensemble, je pense que ce que nous a montré le rapport, c'est qu'il y avait un petit problème de gouvernance en fait sur la santé en France, et que
associer toutes les parties prenantes, et notamment les complémentaires santé. C'est quand même un élément assez essentiel pour que, in fine, chaque acteur, il y avait les chiffres 12% du PIB. En fait, on met beaucoup d'argent, et tout le monde l'a dit, la question, c'est l'efficacité de chaque euro investi dans la santé. Et pour trouver la bonne efficacité, il faut mettre tous les acteurs autour de la table et utiliser au mieux et au maximum chaque acteur. Ce que je suis en train de dire, c'est que les complémentaires santé ont beaucoup d'atouts. Il y a un peu de dogmatisme dans notre pays et on pourrait nous utiliser mieux. On pourrait nous utiliser plus. Mais pour ça, il faut aussi avoir envie. Donc voilà, je pense qu'un des éléments, en tout cas, tout le monde a des attentes par rapport à notre nouveau gouvernement et notre nouvelle ministre. Je pense qu'une des premières attentes, c'est mettre une gouvernance qui associe réellement toutes les parties prenantes avec des objectifs clairs où chacun a sa place et peut apporter le maximum de choses. Et je pense, que ce que vous citiez, M. De Wulder, c'est un excellent exemple de coopération et pas de cohabitation. Et je pense que c'est vraiment ça le sujet. C'est comment finalement, au travers d'une intelligence de coopération, on dépasse les frontières du possible de chacun des systèmes seuls pour créer finalement un système vertueux au bénéfice de tous. Et c'est vraiment le message, en tout cas, qui nous anime, je crois, les uns et les autres. Je vais demander à Patrick Gasser son point de vue. Comment pouvez-vous mieux collaborer avec les complémentaires? Comment vous inscrivez-vous dans ce débat? Avant de vous quitter, je voudrais donner un petit mot de conclusion parce que ce que j'ai écouté aujourd'hui, c'est effectivement l'ouverture et surtout voir que la réflexion n'est pas que dans le champ du soin. Cette réflexion va beaucoup plus loin, elle va dans le champ de la santé et du parcours de santé de demain. La problématique, et vous l'avez dit, c'est l'éducation à la santé. L'éducation à la santé, elle ne commence pas lorsqu'on commence à cotiser une mutuelle. Elle commence à l'école. Elle commence dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, vous savez qu'on est dans un monde d'immédiateté. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut se remettre dans son environnement à un moment. Qu'est-ce que souhaite notre environnement? Qu'est-ce que souhaitent les gens qui sont aujourd'hui vos assurés? Eh bien, c'est quand même l'immédiateté, c'est l'expertise et c'est la demande, je dirais, de la prise en charge expertale pour tous sur l'ensemble du territoire. Et c'est donc comment, tous ensemble, on répond à cette question. Alors, Franck De Wulder a parlé de l'entreprise médicale et quel est le rôle de l'entreprise médicale, entre guillemets, libérale, et comment doit-elle se structurer demain pour répondre à la société. Mais c'est aussi se dire quel modèle économique. Et le modèle économique, vous en avez un peu parlé, c'est quel est le rôle à la fois des mutuelles, à la fois de l'assurance maladie, et je dirais un petit peu la fiche de poste. Et aujourd'hui, arrêtons de nous dire c'est la faute de l'autre, c'est de se dire qu'est-ce que moi je propose et comment on l'inscrit dans la prise en charge à la fois individuelle et collective. Mais vous avez parlé, et Franck De Wulder a parlé de cette expérience avec Clésia. Moi, à l'époque, je n'étais absolument pas contre, parce que ça devait être dans l'expérimentation. Mais aujourd'hui, ça doit aller beaucoup plus loin. Ça doit aller pour l'ensemble de la population. Et ça veut dire contractualiser pour nous. La contractualisation, elle passe. Elle est déjà là au travers de la convention médicale, mais elle doit demain se structurer avec les assurances complémentaires. Et je le disais au départ, il faut aussi que ces assurances complémentaires soient un peu unifiées, même si elles sont concurrentes. Et je peux le comprendre. Il faut aussi qu'on ait, non pas 100 interlocuteurs, mais il va en falloir un à un moment, et pas 36 000. Sinon, nous ne pourrons pas travailler correctement et être, je dirais, prospectifs. Mais quels sont les autres intervenants?
c'est l'entreprise. Et vous en avez parlé de l'entreprise. Parce qu'il y a l'état de santé dans l'entreprise. Et je pense que le médecin, aujourd'hui, le médecin libéral, a tout son rôle à jouer dans ce champ-là. Mais il y a aussi la contractualisation avec la région. Il y a la contractualisation avec les élus aujourd'hui et avec tous les usagers. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a appelé plutôt un grand Grenelle de la santé. Il y a, en dehors de l'immédiateté dont on a parlé, il y a maintenant la restructuration de notre système de santé. Et vous en avez d'ailleurs tous parlé, c'est de vous dire à un moment, il faut qu'on se mette autour d'une table. Mais on ne peut pas se mettre autour d'une table sans les patients et sans les usagers. C'est pour moi une évidence, et bien entendu avec les financeurs. Donc voilà, je crois que pour moi le mot de conclusion, c'est plutôt travaillons tous ensemble et voyons ce que nous pouvons amener demain et comment nous pouvons avancer, probablement très progressivement. Voilà, merci.